bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé de tous les pays du monde. Des grandes puissances aux pays les moins avancés, l'impact a été durement ressenti. C'est également le cas au Maroc où cette crise a été l'occasion de réfléchir sur les réformes du système de santé. Plusieurs pistes de solutions ont été égrenées dans un ouvrage qui vient de paraître et qui s'intitule « Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc », donc ordonnance pour une politique de santé 2.0. Ce matin, nous avons le plaisir de recevoir le principal auteur de cet ouvrage. Il s'agit du professeur Youssef El Fakir. Youssef El Fakir est expert en politique de santé et vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Baldé. Bonjour. Alors, tout d'abord, quel a été l'impact du Covid-19 sur le système de santé au Maroc ? Bon, exactement celui qui a impacté tous les pays du monde. Vous l'avez bien dit dans l'introduction, c'est que l'impact était ressenti quel que soit le niveau socio-économique des pays. Et on a vu que certains s'en sortaient beaucoup plus que d'autres. Au Maroc, il a été bien géré avec un tandem ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, mais force est de constater que les défis liés à cette crise sanitaire et au système de santé au Maroc en général sont énormes et cette crise a dévoilé aussi certains problèmes de structuration ou de fluidité de la gestion de la santé au Maroc. Alors, dans votre ouvrage, professeur, vous dites que à peine 25% des 33 000 lits ont été donc utilisés ici au Maroc. Globalement, est-ce que le système a résisté au choc du coronavirus ? Encore une fois, force est de constater, mais mieux encore d'applaudir ce qui a été fait. Pendant la crise et pendant la vaccination. On sent que le Maroc fait partie des top 10 des pays mondiaux qui ont bien géré cette crise. Et de ce côté-là, il n'y a pas de critique particulière, si ce n'est le début où on a constaté que finalement, dans l'approche, était uniquement basée sur le secteur public. Or, on sait qu'actuellement au Maroc, la santé au Maroc est gérée aussi bien par le secteur public, par le secteur privé et les fondations. Et donc, il aurait été souhaitable d'intégrer, comme dans la gestion d'une crise de guerre, j'allais dire, où on ne fait plus la part des choses entre les soldats et les appelés et ce qu'on appelle les réservistes. Il fallait mettre tout le monde dans le même bateau. Tout le monde devient soldat pour ce pays-là. Dans tous les cas, l'idée à travers cet ouvrage n'est pas de critiquer ce qui a été fait, bien sûr, de relever certaines insuffisances, mais surtout de produire et de réfléchir. Et surtout, on a vu, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des pays la gestion n'était parfaite dans aucun des pays, quel que soit le niveau socio-économique. Donc, ma constatation, c'est qu'il ne faut surtout pas faire du plug and play, il ne faut surtout pas importer un système et l'appliquer au Maroc. Nous avons nos défis, nous avons nos infrastructures qui ne sont pas celles des pays européens ou américains. Il va falloir réfléchir ensemble sur le meilleur modèle économique, sociétal et médical que nous voudrions pour ce pays. Alors, la campagne de vaccination est en cours depuis quelques semaines. Aujourd'hui, on a dépassé le cap des 4,2 millions de personnes vaccinées au Maroc. Ça, c'est inédit en Afrique, en tout cas jusqu'à l'heure où je vous parle en termes de coronavirus. Selon vous, quelle lecture faites-vous de la réaction du système sanitaire à ce défi majeur de la vaccination ? Le Maroc on le sait très bien, le Maroc, la gestion de la santé au Maroc a été créée au lendemain de l'indépendance suite au discours de Feu Hassan Mohamed Al-Khamis qui disait qu'en 1959, qui disait d'ailleurs que la santé des citoyens est à la charge de l'État. Et depuis, sachant qu'en ce temps-là, il y avait des défis d'ordre sanitaire d'ordre plutôt infectieux, dans le sens il y avait des maladies infectieuses, contagieuses et d'autres, et donc il fallait d'abord vacciner la rougeole, la polio et la diphtérie, la tubelle et j'en passe. Et donc finalement le Maroc a un recul, il a une expérience en matière de vaccination, il a une répartition qui est toute
honorable en matière d'offre de soins dans le sens santé publique, et donc il a fallu surtout, encore une fois, pas uniquement le ministère de la Santé, mais aussi les éléments de l'ordre, de la sécurité qui ont fait un travail formidable. Et encore une fois, la réussite tient d'abord à l'engagement du souverain vis-à-vis de son peuple et qui a donné ses fruits, mais aussi à la suite donnée par tous les intervenants. Et encore une fois, je le dis, je le répète, le tandem ministère de l'Intérieur, ministère de la Santé, qui ont fait un travail formidable pendant la gestion de la crise, mais aussi pour la vaccination, ce qui fait que le Maroc, encore une fois, est dans le podium des premiers pays au monde à avoir vacciné sa population. On peut s'en réjouir. Alors, entrons dans le vif, pas dans le vif du sujet, mais en tout cas, voyons les chapitres de votre livre. Quelque part, vous dites que le système de santé au Maroc est confronté à 3 principaux défis. Quels sont ces 3 principaux défis, professeur El Fakir? Alors, le premier, c'est d'abord qu'on a toujours pensé que le Maroc est un pays jeune. Sauf que c'est une terminologie qui a été utilisée, encore une fois, au lendemain de l'indépendance, où déjà la moyenne d'âge était de 44 ans et demi, et puis il y avait pratiquement plus de 50% de la population qui était de jeunes. Aujourd'hui, 11,5% de la population ont 60 ans et plus, et en 2050, c'est-à-dire dans peu de temps, on serait quelque chose comme un citoyen sur 4 ou un citoyen sur 5 plus de 65 ans. Donc c'est un défi d'ordre démographique. C'est important. Et donc la gestion de maladies lourdes n'est pas la même que celle des pathologies infectieuses ou contaminantes. Le deuxième défi est un défi d'ordre épidémiologique. Nous avons vu que pendant le lendemain de l'indépendance, les défis étaient d'ordre plutôt de maladies infectieuses. C'est pour ça qu'on a bien réussi la vaccination. Sauf, force est de constater que ces années-là, ce qui tue au Maroc plus de 70 à 75%, ce n'est pas les maladies infectieuses qui sont pratiquement absentes, voire minimes. C'est essentiellement les maladies cardiovasculaires, c'est les cancers, c'est les traumatismes. Or, leur gestion n'est pas la même. Donc voilà les 2 premiers défis. Le troisième défi, c'est un défi d'ordre ressources humaines. On est actuellement au Maroc presque 36 millions d'habitants, mais on est moins de 28 000 médecins. Toutes spécialités confondues à travers l'ensemble du royaume. Deuxièmement, il y a une inégalité de répartition des médecins. Vous savez que l'axe Qnitra Jdida concentre pratiquement plus de 60% des ressources humaines médicales. Ensuite, il y a eu une intervention de force dans le système de santé au Maroc qui avant était tributaire du seul système public. Aujourd'hui, on sait qu'il y a d'autres partenaires. Et ces partenaires, pour parler des secteurs libéraux, constituent plus de 55% de ressources humaines, des médecins qui sont dans le secteur libéral et qui produisent quelque chose comme 60 à 70% d'offres de soins et qui disposent de 60 à 75% de matériel lourd, c'est-à-dire le biomédical, c'est-à-dire les scanners, les blocs opératoires, les systèmes de diagnostic et de traitement des cancers, etc. C'est pour vous dire que ces 3 défis sont importants. Donc je me répète, épidémiologique, démographique et ressources humaines. Alors, donc, ce sont ces 3 grands défis. Dans ce cas, quelle réorganisation proposez-vous alors? Vous savez, en arabe, on dit « faham su'al nisf al-jawab ». Ça veut dire que finalement, si on comprend bien la question, on arrive pratiquement à moitié la résoudre. Et donc, j'ai pris le temps de m'informer, bien que je sois dans le domaine depuis une trentaine d'années, de m'informer. C'est ce qui a fait pratiquement les 80 premières pages de l'ouvrage dont vous parliez et qui répondent un peu à ce qu'on appelle l'état des lieux. Donc, il va falloir connaître d'abord l'état des lieux. Deuxièmement, proposer certaines choses. Première des choses, c'est revoir un peu notre approche. On a l'impression que la ministère de la Santé est à la charge de la santé au Maroc. Or, je voudrais juste rappeler la définition de la santé selon l'OMS qui a été définie en 1946. Alors, c'est un état de bien-être physique, social et mental et ne consiste pas en l'absence de maladie ou d'infirmité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, la santé n'est pas la maladie. Or, au Maroc, on confond santé et maladie. Au fait, le ministère de la Santé, actuellement, gère la maladie, mais ne gère pas la santé. Qui gère la santé? C'est ce qui est
arrivé pendant la gestion de la crise actuelle que nous vivons. C'est les médias qui en parlent, c'est le ministère de l'Intérieur qui est en plein dedans, c'est le ministère des Finances, c'est le ministère des Affaires étrangères, c'est tous les acteurs de l'État et de la société civile. Et c'est ça la gestion de la santé. Et c'est comme ça que je souhaite qu'elle soit prise, enfin que je souhaite qu'on voudrait définir la santé dans notre pays, comme ailleurs d'ailleurs. Et donc finalement, je dis d'ailleurs dans l'ouvrage que dans ma réflexion, moi, la santé devrait être à la charge de l'État, tandis que la prise en charge de la maladie revient au ministère de la Santé. Et si on comprend ça, on comprend que finalement l'impact de la maladie est lié à des facteurs sociétaux qui dépassent de loin le ministère de la Santé. La dépression, on parle de maladies cardiovasculaires, donc il y a un problème de nutrition, il y a un problème de sport, il y a un problème de bien-être social et physique pour diminuer un peu la masse corporelle, etc. Donc finalement, encore une fois, la santé doit être prise en charge transversalement. Alors, vous dites la santé, vous dites l'État et le ministère de la Santé. Donc, vous parlez de coûts et de prise en charge, c'est-à-dire expliquer de façon plus claire, plus détaillée en fait. Parce que quand on dit ministère de la Santé, c'est aussi l'État. Oui, mais alors le ministère de la Santé, oui, bien évidemment, c'est un élément de l'État, mais il ne doit pas avoir à la charge l'ensemble du secteur de santé. Encore une fois, si vous me permettez, je vais répondre juste, il s'agit d'un bien-être physique, social et mental. Faire du sport n'est pas du ressort du ministère de la Santé. Bien manger n'est pas du ressort de seul ministère de la Santé. Vivre dans des conditions qui ne sont pas des conditions déplorables pour un citoyen n'est pas du système de santé. Avoir un problème de transport n'est pas ne pas avoir un espace culturel pour faire de la musique, du chant, n'est pas du ressort du ministère de la Santé. Or, tous ces éléments influent directement sur la santé. Donc c'est pour ça que je fais un peu la part des choses. Ceci pour moi, donc il faut que finalement la santé ou alors développer des partenariats vraiment dans le vrai sens du partenariat entre le ministère de la Santé et l'ensemble des éléments de l'État. En fait. Mais le ministère de la Santé, quand on voit qu'est-ce qu'elle gère, elle gère actuellement la pandémie, les maladies, etc. Donc, mais elle ne peut pas gérer tout le côté bien-être, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on disait, des bridges, des ponts entre l'ensemble des acteurs dans une vision politique globale. Alors, aujourd'hui, selon votre constat, le Maroc souffre-t-il plus? Vous avez dit qu'il y a trois défis. On a parlé des ressources humaines, mais quel est le principal défi aujourd'hui? Est-ce les infrastructures ou est-ce les ressources humaines? Alors, le problème, c'est que finalement, on a toujours priorisé un petit peu dans l'approche de la santé, on a fait des priorités grand 1, grand 2, grand 3. Je ne pense pas qu'on puisse, en 2021, réfléchir de la sorte. Quand on a une maison qu'on veut restaurer, on ne fait pas le choix entre le premier et le deuxième étage. Il faut falloir revoir un petit peu la bâtisse dans le sens fondation. Et c'est de là qu'il s'agit. Donc, avant de répondre sur ça, on répond un peu sur le système de santé en général. Vous savez que, je vais prendre l'exemple des médias. Vous savez très bien que pour les médias, il y a la NRT, qui est une agence de réglementation de tout ce qui intéresse l'audiovisuel. Dans le ministère de la Santé... Vous voulez dire la ACA, plutôt peut-être, hein? Pardon. Voilà, la NRT, c'est les télécommunications. C'est pour alors, la télécommunication, pour réguler la télécommunication, et la ACA pour tout ce qui est audiovisuel. Et ça, c'est bien évidemment, c'est pour l'intérêt de la structure, pour l'intérêt du domaine. En ministère de la Santé, contrairement aux autres pays, le système de santé est à la fois producteur, exécutant, il est jugé parti. Et dans un état de droit, ce n'est pas permis. Donc il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu sur un nouvel organigramme du ministère de la Santé. Il va falloir créer une haute autorité nationale de santé, et c'est ça le lapsus tout à l'heure, donc c'est par rapport à la AK, à la NRT, c'est avoir une autorité qui est faite par des hommes et des femmes, mais surtout à travers une vision globale. L'intérêt, c'est de produire, de dicter des conduites à tenir dans certaines pathologies, comme le cas actuel de la prise en charge
du Covid, mais aussi pour les autres pathologies. Et ne laissez pas le champ libre uniquement au seul gestionnaire des assurances. Donc il y a lieu de créer cette haute autorité nationale de santé qui doit être indépendante et qui, dans le seul intérêt scientifique pur et dur. Elle n'est pas là ni pour construire un hôpital, ni pour acheter du matériel, mais uniquement le côté intellectuel de la santé. Deuxièmement, on ne peut pas se permettre actuellement de concentrer le nec plus ultra en matière de médecine, que ce soit en offre, que ce soit en thérapeutique, uniquement entre Rabat et Casa, et avoir des gens de Oujda ou de Gadir qui reviennent. Il faut qu'il y ait une régionalisation avancée, et là on est strictement dans la vision royale qui définit 12 régions au Maroc, et c'est ce qu'on appelle dans la régionalisation avancée. Et donc il va falloir que chaque région ait son propre parcours de soins, bien évidemment, avec une certaine hiérarchie, mais il va falloir aussi travailler sur ça. Troisièmement, comme vous disiez tout à l'heure, c'est les ressources humaines. Troisièmement, c'est les ressources humaines, c'est la formation des gens. Et encore une fois, on a toujours mis en exergue le budget du ministère de la Santé. Il me semble que même multiplier ce budget, qui est actuellement aux environs de 6,8% du BEG, du budget général de l'État, même multiplié par 3 ou 4, il va faire que retarder l'échéance, il va falloir revoir la structure et l'offre de soins au Maroc. Avant, bien évidemment, le budget est intéressant, mais pas uniquement. Il va falloir revoir le système de santé au Maroc. Ce n'est pas seulement une question d'argent, mais plutôt une question de réflexion et de stratégie. En tout cas, le message est passé et il est très clair. Merci beaucoup, professeur Youssef El Fakir. Je rappelle que vous êtes expert en politique de santé et vice-président de la Fondation des médecins enseignants libéraux. Vous êtes également l'auteur donc de l'ouvrage Plaidoyer pour une réforme du système de santé au Maroc, ordonnance pour une politique de santé 2.0. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin, professeur El Fakir. Merci à vous de m'avoir invité et bonne journée. Bonne journée à vous et bonne journée à vous aussi, chers téléspectateurs. Donc, très bonne suite de programme. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée à vous sur nos antennes.